Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour la protection de la nature en Afrique et au-delà. Aujourd'hui, nous partons au Burkina Faso à la rencontre d'un homme engagé en première ligne pour la protection de la faune et des forêts, Benjamin Bassonneau. Il est le directeur exécutif de l'association Les Anges Gardiens de la Nature, une organisation qui regroupe les écogardes burkinabés. Leur mission, protéger les aires protégées, lutter contre le braconnage, sensibiliser les populations et former une nouvelle génération de gardiens de la biodiversité. Dans cet échange, Benjamin Bassonneau nous parlera du rôle crucial des écogardes, des défis quotidiens de la conservation sur le terrain, mais aussi de l'espoir que représentent les jeunes et les communautés locales dans cette lutte. Un épisode puissant au cœur de l'action, où engagement rime avec résilience. Alors, Benjamin, je vais vous poser une première question. Bonjour à vous déjà. Et puis, je voudrais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous raconter votre parcours et ce qui vous a conduit à créer ou à rejoindre les Anges Gardiens de la Nature. La parole est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Benjamin Bassonneau, directeur exécutif de l'ONG Les Anges Gardiens de la Nature, qui est une organisation burkinabé qui rassemble des écogardes, qui sont des fils des communautés riveraines aux aires protégées avec lesquelles nous travaillons, pour la protection de la biodiversité, la lutte contre le braconnage et la sécurité. Donc aujourd'hui, je dirais que je suis très honoré de partager avec vous notre vision, notre terrain, surtout nos défis. Mais il faut dire que malgré ces défis, nous avons aussi des espoirs que nous partagerons avec vous. Parce que derrière chaque aire protégée, chaque éléphant sauvé, chaque jeune formé, il y a toute une chaîne humaine souvent invisible, mais essentielle à la réussite de cette mission. Notre mission, elle est simple. C'est défendre la vie avec un grand V, la vie de la faune, la vie de la flore et la vie des hommes qui la protègent. Et donc, nous sommes présents là où cette vie elle est menacée. Et ce combat, nous le menons avec courage, humilité et détermination. Donc, je tenais à faire cette petite introduction avant de passer à mon parcours personnel. Pourquoi mon engagement pour la nature? Cet engagement pour la nature est né depuis ma tendre enfance dans les forêts galeries du sud et du centre-ouest du Burkina Faso, là où la biodiversité est encore vivante, mais gravement menacée. Je commencerai par vous raconter une petite anecdote, parce que tout jeune enfant de 6 ans, 7 ans, toutes les vacances, nous jouons déjà au cow-boy burkinabé, parce que j'ai eu la chance de naître dans une famille où mon grand-père était un très grand éleveur d'équidés et de vaches. Et donc, on était bien à l'aise et très heureux d'accompagner les bergers pour faire paître ces animaux sur nos équidés comme des cow-boys américains. Donc, ceci a influencé toute ma vie et même mes études, qui m'ont poussé à faire une formation en sociologie et une spécialité en développement local. Donc, j'ai très tôt compris que la protection de l'environnement ne pouvait réussir qu'avec la confiance des communautés locales. Parce que même quand on allait faire paître les animaux en brousse, nos premiers amis, nos premiers partenaires étaient les populations riveraines des aires de pâturage. Donc, protéger l'environnement avec les communautés, c'est aussi penser à leur développement et à leur quotidien. C'est ainsi qu'avec quelques mamans, après mes études universitaires,
je me suis lancé à créer une association qui est l'AVP, l'Association pour la valorisation des produits locaux, pour générer des revenus à travers les produits forestiers non ligneux pour toutes celles qui cultivaient dans les zones tampons des aires protégées dans lesquelles nous allions faire pâturer nos animaux. Donc, c'est en observant ce qui se passait dans les aires protégées que nous avons finalement décidé dans les années 2010 de créer l'association Les Anges Gardiens de la Nature, qui est une organisation de terrain regroupant des anciens chasseurs, des rangers et des pisteurs qui étaient issus des communautés riveraines aux aires protégées et qui étaient capables de conjuguer une action écologique, sécuritaire et un plaidoyer international au profit des communautés vivant aux alentours des aires protégées. Donc, nous avons voulu créer l'éco-garde et faire de cette éco-garde non seulement un protecteur de la biodiversité, mais aussi un acteur de paix, de développement durable et de justice environnementale. Donc, ce parcours m'a conduit des zones rouges du Sahel à des tribunes internationales comme celle des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'UICN et bien d'autres. Je dirais qu'aujourd'hui, AGN incarne cette vision d'une conservation ancrée, résiliente, souveraine, au service des aires protégées et également au service des communautés, comme je venais de le dire tantôt. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur mon parcours personnel. Merci Benjamin pour cette entrée en matière. On va revenir justement sur l'association des éco-gardes du Burkina. Je crois qu'aujourd'hui, enfin, le nom a évolué depuis la création et qu'aujourd'hui, l'association porte le nom assez symbolique d'ange gardien de la nature. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus pourquoi vous avez choisi ce nom? Merci. L'association Les Anges Gardiens de la Nature est née, comme je le disais, d'un simple constat, un constat d'urgence. Pour nous, nous sommes partis de l'hypothèse que sans protection active sur le terrain, nos écosystèmes s'éteignent. À l'époque, les aires protégées souffraient d'un déficit criant de surveillance, de moyens et de reconnaissance des agents engagés. On parlait en son temps de pisteur, et le pisteur, c'était le jeune riverain habillé en haillons, qui n'a jamais été à l'école, qui est nu-pied, mais qui avait une maîtrise parfaite du terrain des aires protégées. Il fallait un acteur crédible, enraciné, capable de faire le lien entre biodiversité, sécurité et cohésion sociale. Donc, le nom ange gardien de la nature s'est imposé naturellement. Il traduit l'idée que, dans l'ombre et souvent au péril de leur vie, les éco-gardes sont des sentinelles silencieuses pour l'équilibre naturel. Ce sont des remparts contre le braconnage, la déforestation et également contre la criminalité environnementale et phonique. Ce dont nous engage, il nous oblige. Il évoque à la fois nos principaux piliers qui sont au nombre de trois, la vigilance, la bienveillance et la résilience des communautés. Donc aujourd'hui, AGN est reconnu comme un acteur stratégique de la conservation en Afrique de l'Ouest, porté par la vision qui est celle-ci, celle d'une nature protégée par ses propres enfants, avec fierté, compétence et humanité. Voilà tout le sens que nous donnons au nom Ange gardien de la nature. Merci Benjamin. Alors on va revenir justement sur ces anges gardiens de la nature. Quels sont les rôles concrets que jouent les éco-gardes sur le terrain, au quotidien, dans la protection de la biodiversité? Pour répondre à votre question, je dirais que les éco-gardes sont les premiers acteurs de la conservation opérationnelle. Leur mission va bien au-delà des simples patrouilles. Nous dirons tout simplement que ce sont des vigiles, des médiateurs, parce que c'est eux qui s'interposent entre les acteurs de la conservation et les populations en cas de problème et jouent parfois les boucliers vivants contre les multiples pressions
qui pèse non seulement sur nos écosystèmes, mais également sur nos communautés riveraines. Donc, l'éco-garde assure chaque jour des patrouilles de surveillance, et souvent dans des zones à haut risque. Il procède à la collecte des données écologiques via des applications comme Smart, Clouy. Et nous avons notre propre application que nous appelons AGN Collect pour informer et orienter les décideurs stratégiques. L'éco-garde également, c'est l'interlocuteur qui mène le dialogue avec les populations locales pour prévenir, anticiper sur les conflits qui sont créés par les compétitions dans l'usage des ressources naturelles. Il a pour rôle également d'intercepter les braconniers et de lutter contre la criminalité faunique, comme on l'a dit ci-dessus, parfois même au péril de sa vie, quand on sait ce qui se passe dans nos pays aujourd'hui. Donc, nous avons également pour rôle de sensibiliser la jeunesse à l'importance du patrimoine naturel que nous devons bien conserver pour les générations futures. Voilà, ce sont également ces éco-gardes qui alertent les autorités. Comme on l'a dit, sont des vigiles qui alertent les autorités sur les menaces sécuritaires croissantes, documentent les pressions et incarnent une présence dissuasive dans les zones parfois délaissées par les forces régaliennes. Donc voilà un peu, résumé, le rôle de l'éco-garde chez AGN. Donc l'éco-garde, c'est défendre la vie sauvage, mais aussi porter un message d'équilibre et de paix dans ces territoires fragilisés. Merci Benjamin. Dans vos différentes communications, vous insistez beaucoup sur la formation. Euh, Quelles sont les compétences essentielles que vous transmettez et pourquoi elles sont aujourd'hui cruciales pour la réussite de la mission des éco-gardes? Bien, on le sait, même dans la vie courante, la formation a toujours été le socle de la réussite d'un homme. Donc, nous dirons que la formation est le socle de toute action de conservation qui se veut durable. Et donc, chez AGN, nous formons des éco-gardes multidimensionnels, capables d'intervenir dans des environnements assez complexes comme ceux que nous avons aujourd'hui, à la fois écologiques, mais aussi sécuritaires. Voilà. Nous formons les éco-gardes sur des modules qui sont alignés sur les directives internationales de lutte anti-braconnage, qui sont ceux de la Fédération internationale des rangers et qui intègrent les éléments suivants. Nous formons nos éco-gardes sur les techniques de patrouille et de navigation dans les milieux naturels. C'est eux également qui collectent les données qui permettent aux techniciens de faire des analyses sur l'évolution de l'habitat de la faune. Voilà. Nous initions les éco-gardes au droit environnemental parce qu'ils doivent savoir de quoi il s'agit. Sur les poursuites judiciaires parce qu'ils ont le droit d'interpeller les délinquants qui posent des actes illégaux dans les aires protégées. Alors, nous essayons également de donner des formations en matière de prévention et de gestion des conflits communautaires, sur la base d'approches participatives. Des formations également sur la sécurité personnelle, parce que lorsqu'on vous envoie en brousse, il faut d'abord survivre soi-même pour pouvoir défendre la vie de la faune, la vie de l'habitat et la vie des acteurs qui sont pour travailler au profit de la faune et de son habitat. Donc, il faut pouvoir non seulement assurer sa sécurité personnelle, mais sa survie dans ce milieu isolé. Et de plus en plus, nous mettons beaucoup d'accent sur la formation en DIH, en droit international humanitaire, parce que aujourd'hui, faire de la lutte anti-braconnage dans les aires protégées, c'est aussi faire face à beaucoup d'autres menaces. Donc, nous insistons sur les compétences souvent négligées aussi, qui sont entre autres l'éthique, la discipline, la communication, mais aussi il faut pouvoir rendre compte. Donc, nous leur apprenons également à faire des rapports de ce qu'ils ont pu faire comme activité, de ce qu'ils ont pu constater sur le terrain, et surtout leur donner des capacités à agir avec discernement et humanité. Parce que tous ceux qu'on rencontre ne sont pas des ennemis de la nature, il faut agir avec humanité. Donc, en conclusion, je dirais que former un éco-garde,
Ce n'est pas seulement lui donner un uniforme, c'est forger en lui une conscience écologique active, une conscience apte à défendre cette biodiversité avec rigueur, respect et courage, dans un contexte très fragile qu'est le nôtre et pour lequel l'éco-garde s'expose chaque jour. Donc, voilà ce qui entoure la formation de l'éco-garde et ce que nous voulons faire de l'éco-garde au Burkina Faso. Je suis AGL. Vous avez parlé depuis le début de notre entretien là du braconnage. On sait que c'est une problématique majeure au Burkina, mais pas seulement, en Afrique de l'Ouest de façon plus générale. Quelles sont les stratégies qui sont mises en œuvre par AGN et avec quelle efficacité derrière? Comme vous le dites, le braconnage est un problème, je dirais, mondial, universel. Et pendant ces dernières décennies, le Burkina était à l'abri. Nous connaissions le braconnage de subsistance, c'était du braconnage à petite échelle que les villageois conduisaient dans les aires protégées. Mais depuis que 2 décennies, nous sommes confrontés à un braconnage criminel. Donc, le braconnage au Burkina, il n'est plus que, une simple menace environnementale. Il est devenu un enjeu sécuritaire et économique, souvent lié à des réseaux transfrontaliers armés. Aujourd'hui, beaucoup de nos aires protégées sont sous la menace des groupes armés terroristes pour pouvoir financer leurs activités. Parce qu'ils en font des zones de repli, ils en font des zones de réarticulation et des couloirs de trafic. Donc, face à cette réalité, AGN a adopté une stratégie qui intègre justement 3 piliers. Nous avons non seulement la prévention par la présence et la dissuasion. Voilà. Nous faisons en sorte que les aires protégées dans lesquelles nous intervenons aient un maillage assez bien étendu, avec du personnel bien formé, visible et très bien équipé, pour assurer une couverture stratégique des points sensibles. Et surtout avec l'appui des nouvelles technologies. Et je l'ai dit tantôt, on utilise beaucoup les applications, dont Smart et AGN Collect. Nous utilisons des GPS Garmin qui sont traceurs, qui nous permettent en temps réel de suivre nos équipes, de savoir où ils sont, qu'est-ce qu'ils font, de pouvoir zoomer pour savoir s'il y a des dangers ou pas, et pouvoir intervenir quand il le faut. Donc, nos hommes sont équipés de moyens de communication également numériques et de longue portée. Donc, ça, c'est l'axe 1, le pilier 1, la présence dissuasive. Nous faisons des interventions concertées également avec les autres forces. Parce que depuis les 2 dernières décennies, comme je vous l'ai dit, on ne peut plus mener une lutte anti-braconnage classique. Parce que vous n'avez plus en face le braconnier avec son calibre 12, mais vous pouvez rencontrer dans les aires protégées des groupes armés hyper équipés avec des armes souvent que le personnel forestier n'en dispose pas. Donc, nous avons des patrouilles mixtes en collaboration avec les autres forces de sécurité et de défense, le personnel forestier, et nous associons toujours à nos activités de patrouille les autorités judiciaires. Nous ne faisons pas une action sans que le procureur de la zone ne soit informé à l'avance. Et donc, ces actions de patrouille, de routine ou de patrouille mixte, avec ces multiples acteurs, permettent d'interpeller les délinquants, de sécuriser souvent nos corridors et de remonter les filières criminelles pour pouvoir les mettre aux arrêts. Ça, c'est le pilier 2. Et le pilier 3, nous essayons d'arriver à un enracinement communautaire. Parce que toute notre stratégie est appuyée sur les communautés. Nous déployons un réseau local d'informateurs qui nous permet d'aller très vite, d'avoir l'information en temps réel et d'agir rapidement pour atteindre plus rapidement les résultats.
Parce que quoi qu'on fasse, malgré les effectifs des éco-gardes, vous ne pouvez pas couvrir à 100% un territoire. Or, ces populations qui sont à la périphérie, qui souvent logent même ces braconniers, peuvent à tout moment et en tout temps vous communiquer les informations des différents mouvements qui vous permettent de détecter précocement les activités illégales et criminelles, tout en sensibilisant les populations aux risques auxquels elles s'exposent aujourd'hui avec ces nouvelles menaces. Et nous essayons également de leur trouver des alternatives durables pour les récompenser pour ce travail qui nous aide à faire. Donc, en un mot, notre stratégie est une approche globale que nous mettons en place, conjuguée à notre plaidoyer auprès des décideurs nationaux et internationaux, qui nous permet d'arriver à des résultats concrets et palpables. Donc, nous enregistrons beaucoup d'arrestations majeures. Alors, nous disons qu'il y a un recul du braconnage là où nous intervenons. Et pour ce faire, il y a une reconnaissance croissante de l'importance des éco-gardes comme bouclier de la biodiversité et comme première barrière pour la protection des communautés riveraines. Voilà ce que je peux vous dire sur les aspects du braconnage. Merci Benjamin. Vous en avez un petit peu parlé, mais on va parler peut-être un peu collaboration, notamment avec l'État et les autorités compétentes. Vous avez signé, je crois, des conventions avec des ministères, notamment en charge de l'environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la nature de cette collaboration et comment ça se concrétise sur le terrain? D'accord. Merci. AGN intervient dans un domaine assez sensible parce que c'est le terrain des aires protégées, qui relève d'une activité régalienne de l'État au travers du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Donc, en un mot, l'éco-garde mène une activité paramilitaire. Donc, de ce fait, nous avons l'obligation de collaborer avec le législateur, avec la force publique. Donc, la collaboration avec l'État est au cœur de notre modèle d'action. AGN agit en complémentarité de ces autorités publiques sur le terrain dans un esprit de partenariat constructif. Voilà, c'est ce qui nous a amené à signer plusieurs conventions. Partout où nous intervenons, nous signons une convention cadre avec le ministère sectoriel, qui est le ministère en charge de l'environnement. Et pour chaque projet qui est mis en œuvre, une convention spécifique est signée et du personnel forestier que nous appelons officiers de police judiciaire sont déployés pour assister l'éco-garde qui ne peut pas seul travailler dans la légalité. Pour que l'activité de l'éco-garde soit menée dans la légalité, il faut qu'il soit toujours accompagné d'un officier de police judiciaire pour rendre l'action et l'acte légaux. Voilà. Donc, nous signons plusieurs conventions avec l'État au fin de pouvoir non seulement équiper les hommes, mais aussi les protéger au niveau judiciaire. Sur le terrain, cette collaboration prend des formes concrètes. Nous avons tantôt parlé des patrouilles mixtes qui sont coordonnées entre EcoGarde, agents des eaux et forêts, et les autres forces militaires et paramilitaires, surtout dans les zones à risque. Donc, sans convention, il est difficile d'aller vers de telles activités. Nous avons la transmission d'informations sensibles pour les opérations de sécurisation parce que l'éco-garde travaille, il est non seulement originaire des villages riverains, il travaille avec les communautés, il collecte suffisamment d'informations beaucoup plus rapidement que le service officiel de renseignement. Donc, cela nous permet, sur la base de conventions, de faire remonter l'information collectée en vue de la sécurisation des paysages. Voilà, donc je l'avais déjà dit, avec ces conventions, nous bénéficions d'un appui logistique et de formation conjointe avec le personnel de l'État, le personnel technique. Mais nous avons également, à travers ces conventions, une reconnaissance administrative qui confère à AGN une certaine limité et légitimité et donc qui donne un mandat d'agir. Voilà, donc je dirais en conclusion que le partenariat avec l'État repose sur la confiance,
l'efficacité opérationnelle, mais aussi le respect mutuel des compétences. Parce que chaque force apporte une spécificité dans la lutte contre le braconnage, la lutte contre la criminalité environnementale et la criminalité phonique. Voilà, donc cela témoigne d'une volonté commune de renforcer la souveraineté économique du pays à travers des mécanismes locaux endogènes, mais qui sont professionnels et ancrés dans nos réalités. Donc voilà un peu ce qui peut résumer la collaboration avec l'État burkinabé. Merci, Benjamin. J'aimerais revenir sur les relations entre AGN et les communautés locales. Quelle place occupent ces communautés riveraines dans vos actions et comment vous les impliquez dans la protection des aires protégées? Parfait, nous le disions tout à l'heure, les communautés riveraines sont au cœur de notre stratégie de conservation. Tout est basé sur les communautés, que ce soit les cadres de concertation, que ce soit le renseignement, la collecte d'informations, que ce soit les patrouilles, nous nous appuyons beaucoup sur les communautés riveraines. Donc, chez AGN, nous croyons que l'on ne protège durablement un espace naturel qu'avec ceux qui y vivent. Et si seulement aussi ceux qui y vivent autour tirent un bénéfice et ont un rôle reconnu et valorisé. Donc, concrètement, nous impliquons les communautés à plusieurs niveaux. Non seulement ce sont leurs enfants que nous recrutons comme des éco-gardes, parce que même le texte régissant, le statut de l'éco-garde dit que l'éco-garde est recruté prioritairement dans les villages riverains de l'aire protégée qui doit aider à conserver. Donc, ce sont les communautés qui envoient leurs enfants, enfants issus des villages riverains, ce qui favorise l'acceptabilité sociale même et la connaissance très fine du terrain par AGN. Parce que toute activité qui est menée avec les fils du village. Nous appuyons les communautés villageoises de développement. Chez nous, on les appelle des CVD. Dans chaque village, on a une communauté. Nous les appuyons pour des activités d'intérêt public, le développement des infrastructures, pour qu'ils deviennent un jour aussi des relais actifs de la surveillance et de la sensibilisation. Parce qu'ils savent que ces revenus qu'ils reçoivent, ils les ont tout simplement parce que l'air protégé existe. Nous organisons avec ces communautés justement des campagnes de sensibilisation. Et ces campagnes sont participatives parce que on ne peut pas dire que dans un village, tout le monde est bon. Ce n'est pas évident. Tout le monde ne peut pas être bon dans un village. Donc, nous nous appuyons sur des personnes de référence, sur des femmes, des jeunes et des leaders communautaires qui deviennent les porte-voix de AGN. Donc, la sensibilisation est beaucoup appuyée et nous dirons que c'est une sensibilisation communautaire qui s'appuie beaucoup sur les communautés elles-mêmes. C'est une co-construction. Voilà. En plus de cela, nous menons ensemble des activités génératrices de revenus qui sont des activités alternatives au braconnage et à l'exploitation non durable des aires protégées. Voilà, nous recherchons des ressources pour aider ces communautés à développer des petites activités dans les domaines de l'apiculture, l'agroforesterie. Nous avions parlé tantôt du début des AGN qui aidaient les femmes à transformer les produits forestiers non liés voilà, pour renforcer un peu l'économie locale et réduire leur dépendance aux ressources des aires protégées parce que ça nous conduit à une exploitation non durable. Voilà. Donc, également, nous participons toujours à la résiliation de ces communautés à travers des filets sociaux. Parce que nous savons que très souvent, ce sont des communautés qui sont démunies et qui font face à des crises sécuritaires. Donc, on leur apporte souvent des biens vivres et des biens non vivres. Et toutes les activités qui peuvent être faites de façon manuelle sont souvent conduites comme activité en haute intensité de main-d'œuvre pour pouvoir redistribuer un peu des revenus à ces communautés.
En un mot, nous menons des activités de cash for work. On ne veut pas aller tout simplement donner de l'argent à la population, mais nous leur apprenons à travailler pour recevoir de l'argent. Donc voilà un peu comment nous travaillons avec ces communautés. Et cette approche ancrée non seulement sur la restauration de la biodiversité, renforce également la paix sociale et la résilience locale des territoires où nous travaillons, qui sont des territoires pour la plupart fragiles. Donc, conclusion pour AGN, nous dirons que les communautés ne sont pas seulement un public à sensibiliser, mais ce sont des alliés stratégiques, des co-acteurs à part entière pour la protection de la nature. Voilà, madame, notre, notre façon de coopérer et de travailler avec les biodiversités, avec les communautés. Merci Benjamin. Le temps file malheureusement, donc je vais vous poser mes dernières questions. La première, ça serait, quels sont selon vous les grands défis à relever pour assurer une conservation efficace au Burkina Faso? Question un peu vaste, on va essayer quand même de condenser. Voilà, si vous aviez quelques grands défis à évoquer sans forcément rentrer trop dans les détails, mais pour que nos auditeurs retiennent les grands messages de notre entretien. OK. Donc aujourd'hui, je dirais que nous avons essentiellement trois grands défis à relever au niveau de la sécurisation et la protection des zones sécurité, des zones des aires protégées. Le premier défi, c'est la sécurisation des zones de conservation dans un contexte sécuritaire difficile. Le deuxième défi, il est structurel. Il manque encore une politique très claire de reconnaissance des éco-gardes parce qu'il existe un texte, mais il n'est pas suffisant. Il y a des améliorations à apporter. En troisième lieu, nous dirons que c'est un défi, nous sommes confrontés à un défi économique et culturel parce que la pauvreté pousse souvent certains jeunes vers les activités illégales comme le braconnage, la participation à des groupes armés terroristes ou l'orpaillage clandestin. Voilà. Donc, chez AGN, nous abordons ces menaces avec une approche systémique et adaptative. Voilà, en nouant des alliances stratégiques par l'innovation locale. Comme nous le disons, tout ce que nous faisons est endogène. En gardant en face une boussole claire, nous savons où nous allons. Voilà, on dit la nature ne se défendra pas seule, mais elle peut redevenir un levier de paix, de résilience pour nos territoires. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les défis. Merci Benjamin. Et une dernière question. Quelle est votre vision à long terme pour AGN? Et est-ce que vous auriez un message que vous souhaiteriez faire passer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, et notamment les jeunes? Notre vision pour l'avenir est assez claire, faire de l'éco-garde un pilier institutionnel de la conservation au Burkina Faso et dans toute l'Afrique de l'Ouest. Alors, nous voulons que leur métier soit reconnu, encadré, respecté et valorisé à sa juste valeur. Donc, le message que nous avons à passer, c'est un message d'appel. Nous dirons que la nature africaine mérite des défenseurs africains, bien formés, bien outillés et enracinés dans leur territoire. Voilà. Le combat pour la biodiversité ne se gagnera pas uniquement depuis des conférences internationales, mais aussi depuis les forêts, les savanes et les villages. Là où les rangers comme ceux d'Agen veillent chaque jour, souvent dans l'ombre. Donc nous invitons nos jeunes, nos partenaires, publics et privés, à se joindre à nous pour bâtir une conservation plus juste, plus souveraine et plus résiliente. Donc, comme Merci. mot de clôture, Oui, pardon, allez-y. voilà, comme mot de clôture, je voudrais vous remercier de nous avoir donné cette opportunité de partager notre combat et notre passion avec vous. Je voudrais terminer par un message simple en disant ceci. La nature ne se défend pas seule. Elle a besoin d'alliés, de veilleurs, de bâtisseurs de paix. Les éco-gardes du Burkina Faso sont de ceux-là. Mais nous avons besoin de soutien, de relais comme vous, des voix comme vous. Chaque geste aujourd'hui compte, que l'on soit chercheur, journaliste, enseignant, citoyen ou décideur. Donc, je dirais, rejoignez-nous, parlez de nous,
Soutenez la conservation plus juste, enracinée et résiliente. Et souvenez-vous que protéger la nature, c'est aussi protéger la vie pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Benjamin, pour cet échange passionnant et inspirant. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est qu'au-delà des discours, il y a des hommes et des femmes qui veillent, parfois dans l'ombre, à la survie de notre biodiversité. Et ces éco-gardes sont souvent les premiers remparts contre les pressions exercées sur la nature. Leur travail, qui est exigeant mais vital, mérite notre reconnaissance, notre soutien et notre admiration. Si cet épisode vous a plu, pensez-le à le partager, à en parler autour de vous et à soutenir les initiatives locales de conservation, où que vous soyez. Et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des Rendez-vous de la conservation. Et d'ici là, souvenez-vous, la nature ne peut se défendre seule. Elle a besoin de ses anges gardiens et de chacun de nous.